Bonsoir à tous. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, que ce soit en présentiel ou à distance. On remercie à notre partenaire Sanofi qui nous soutient depuis un moment maintenant. Des médecins des différentes spécialités qui sont impliquées dans la prise en charge thyroïdienne vont faire une mise au point des pratiques qu'on peut proposer au centre. Juste quelques mots d'introduction. La pathologie thyroïdienne est une raison et un motif de consultation très fréquente. Attendez. C'est ça. Pardon. Désolée. Non. OK. C'est bon. Et pour la première présentation des généralités, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. On commence assez souvent par un bilan biologique. Le dosage de première intention, c'est la TSH qui a des normes qui sont un intervalle qui est assez grand. La T4 libre est dosée en deuxième intention. La T3 nous aide pas beaucoup et on va doser des anticorps antithyroïdiens en cas de suspicion d'une thyroïdite. L'échographie cervicale est l'examen morphologique de référence pour le diagnostic en thyroïde et la place de la scintigraphie thyroïdienne dans le diagnostic est uniquement si la TSH est effondrée. À retenir, 95% des nodules thyroïdiens sont bénins. Ils sont découverts de manière fortuite le plus fréquent. On peut découvrir un nodule thyroïdien par une échographie Doppler de TSA, un scanner thoracique ou un IRM du rachis, par le TEP scanner qui est fait pour des bilans d'extension pour d'autres cancers. Il faut juste retenir s'il y a une fixation importante au TEP scanner, le risque de cancer thyroïdien est un petit peu plus élevé. De nos jours, il existe une épidémie de cancer thyroïdien. L'augmentation a été faite sur le dépend des microcarcinomes jusqu'à 2010. Depuis, il y a une augmentation de l'incidence de tumeurs supracentimétriques. Et il faut aussi retenir qu'il ne faut pas diagnostiquer tous les cancers, notamment il ne faut pas ponctionner tous les micro-foyers, micronodules, mais on doit chercher des cancers thyroïdiens, surtout chez les patients qui présentent des antécédents familiaux ou personnels de cancer ou des facteurs de risque, par exemple une radiothérapie au niveau de la région cervicale. Je laisse la parole au Dr Viard, qui est radiologue au centre, qui va nous parler de l'échographie cervicale. Alors bonsoir à tous, donc moi je suis le docteur Viard Benjamin, je suis radiologue au centre Henri Becquerel et donc je vais vous parler de l'échographie cervicale en tant qu'examen de référence en pathologie thyroïdienne et surtout en pathologie nodulaire. Alors, donc je reviens sur ce qui vient d'être dit, les circonstances de découverte. Donc parfois, la découverte est clinique, avec un nodule qui devient impalpable, sachant qu'ils le deviennent quand même assez tardivement sur des nodules en général qui sont déjà volumineux. Également, une découverte d'adénomégalie cervicale ou de tuméfaction générale qui amène à faire une échographie, ou des cervicalgies, notamment dans le cadre de thyroïdite. Ensuite, les autres circonstances de découverte, c'est des imageries en coupe qui sont faites pour des autres circonstances, donc notamment des scanners thoraciques, sachant que les nodules thyroïdiens ne peuvent pas être caractérisés sur des scanners thoraciques. D'accord ? Des fois, on voit des descriptions par des radiologues, on ne peut pas caractériser un nodule thyroïdien sur un scanner.
Ça va nous servir surtout à évaluer éventuellement le volume d'un goitre, surtout son extension dans le médiastin et son effet de masse éventuel sur les structures adjacentes que sont la trachée notamment, l'œsophage et les axes vasculaires. Ils sont également découverts sur des échodopplers des troncs supraortiques qui sont faits pour d'autres indications. Et enfin, sur des PET scanners. Donc nous, c'est une circonstance assez fréquente à Becquerel, sachant que la fixation en PET scanner n'est pas spécifique de la néoplasie. Ce qu'on peut retenir, ce qui est communément admis, en tout cas ce qui est retrouvé dans les publications, c'est qu'un SUV max, donc un métabolisme à plus de 5, donc qui est déjà significatif, focal sur une thyroïde, montre un risque de malignité entre 30 et 50%. Donc on n'est plus du tout sur les 5% de nodules malins que l'on retrouve dans la population générale. En dessous de 5 de SUV, on retombe sur des risques assez classiques. Donc, quel est l'examen de référence? Le premier examen radiologique à faire, c'est l'échographie cervicale thyroïdienne. Donc là, j'ai mis un exemple de machine utilisée. On va analyser plusieurs choses. Le parenchyme thyroïdien, est-ce qu'il a un aspect habituel ou pas? Est-ce qu'il y a des nodules thyroïdiens? Et enfin, analyser les ganglions cervicaux. Donc, c'est une échographie cervicale et pas uniquement une échographie de la thyroïde. Ça, c'est important avec les différentes aires ganglionnaires à analyser de l'R1 à l'R6 selon la classification de Robbins que je vais vous montrer après. Il y a un prérequis avant de nous adresser les patients, c'est de faire un dosage de la TSH. Donc, on a juste besoin d'une TSH pour savoir si le patient est en euthyroïdie biologique. Dans ce cas-là, le premier examen à faire, c'est simplement une échographie thyroïdienne et cervicale en général. À l'inverse, si le patient a une TSH effondrée, comme vous a dit précédemment Dr Ilyes, le patient donc a une hyperthyroïdie, il va falloir explorer également par scintigraphie thyroïdienne. Et dans ce cas-là, on va réfléchir pour la prise en charge sur ces deux éléments, sachant que les nodules hypercaptants, donc les nodules toxiques hyperfonctionnels en scintigraphie, sont quasiment jamais malins. Voilà, donc généralement, on ne prélève pas les nodules hyperfonctionnels. Donc là, c'est un exemple de scintigraphie thyroïdienne au technétium qui montrait au niveau du lobe thyroïdien gauche, en partie supérieure, un nodule toxique hypercaptant qui avait un caractère un peu extinctif sur le reste du parenchyme. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Donc, je vous ai dit tout d'abord, on va regarder le parenchyme thyroïdien. Donc, avant de parler de nodules, on regarde d'abord quel est l'état de la thyroïde. Donc, on va faire une biométrie, on va faire un volume bilatéral avec une normale qui est un petit peu plus élevée chez l'homme que chez la femme. En cas d'augmentation de ce volume, on va parler de goitre. Voilà, goitre, c'est un terme général qui veut dire augmentation de volume. Et on va parler d'hypotrophie quand on a un volume inférieur à 5 ml, un volume global inférieur à 5 ml. Ensuite, on va analyser le gradient. Donc, là, je vous ai mis une image, donc on peut voir l'œsophage, un lobe thyroïdien avec les muscles cervicaux juste en avant. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une thyroïde qui est plus échogène, c'est-à-dire qu'elle est plus grise que le muscle qui est situé en avant. Donc ça, c'est un aspect classique de thyroïde normale bien différenciée. Elle a des contours également qui apparaissent lisses et son parenchyme est homogène. Donc là, je vous ai mis une image qui ressort un petit peu moins bien ici, mais à l'inverse de l'autre thyroïde, ce qu'on peut voir, c'est que la thyroïde apparaît très hypoéchogène. Elle est beaucoup plus noire que ce qu'elle devrait être, comme vous pouvez le voir à côté. Et donc, on a une perte de ce gradient. On a également une thyroïde qui est un peu augmentée de volume, qui a des contours bosselés. Donc là, on rentre dans le cadre d'une thyroïdite. Et donc après, la réflexion sur la pathologie n'est pas la même que sur une thyroïde saine. Ensuite, lorsqu'on détecte des nodules thyroïdiens, qu'est-ce que vous devez trouver dans vos comptes rendus d'échographie? Idéalement, il faudrait tous ces éléments. Donc la première chose, c'est bien sûr la localisation. Donc il faut que ce soit reproductible après dans le suivi, qu'on puisse voir qu'est-ce qui a été mesuré et pouvoir suivre dans le temps. Ensuite, le nodule, il a une écostructure, c'est-à-dire est-ce que c'est un kyste pur? Dans ce cas-là, on est sur quelque chose qui est bénin de façon quasiment certaine. Est-ce qu'il est tissulaire pur? Donc là, on a un risque de malignité qui est un peu plus élevé. Ou alors, est-ce qu'il est mixte? Ensuite, son échogénicité. Donc l'échogénicité, c'est le niveau de gris. Ça, c'est un élément qui est très important quand on évalue des nodules thyroïdiens, en tout cas en échographie cervicale. On va le comparer en fait son niveau de gris à la thyroïde qui est à côté, qui est de la thyroïde normale, et également aux muscles cervicaux qui sont en avant. Et donc en fonction de cette échogénicité, on va donc décider s'il est plutôt hyper ou isoéchogène, ce qui est le cas du nodule que je vous ai mis ici. On peut voir que le nodule a une échogénicité qui est tout à fait similaire à la thyroïde qui est à côté. Après, parfois, on voit de façon un peu moins fréquente des nodules qui sont dits modérément hypoéchogènes. Donc ici, vous voyez un nodule qui est de toute évidence un peu plus noir que le parenchyme thyroïdien à côté, avec une échogénicité qui reste quand même un peu supérieure aux muscles qui sont à côté. Donc il est dit modérément hypoéchogène. Et enfin, il peut être fortement hypoéchogène. Donc là, c'est un exemple que j'ai trouvé ici au centre. Là, on voit que le nodule, il est vraiment très noir. Vous voyez beaucoup plus noir, même plus noir que les muscles à côté. Donc ça, c'est un critère de suspicion de malignité. Plus l'échogénicité va diminuer, plus c'est un critère de suspicion.
Ensuite, il y a d'autres critères que vous devez trouver dans les comptes rendus d'échographie, la forme. Donc, qu'est-ce que c'est une forme irrégulière? C'est un nodule qui va être plus épais que large ou plus épais que haut. Donc ici, par exemple, là, vous avez des nodules qui ont un grand axe parallèle à la peau, qui ne sont pas plus épais que longs. Donc là, on est typiquement sur des nodules de forme régulière. Ensuite, vous avez les contours. Donc les contours, ce n'est pas la même chose. C'est le fait de se dire, est-ce qu'on peut suivre les contours? Est-ce que c'est bien limité? Est-ce que c'est bien ovalaire? Ou alors, est-ce qu'au contraire, on voit que c'est anguleux, comme on peut le voir sur l'exemple qui est en bas, avec des microlobulations et le caractère assez hétérogène du nodule. Il y a également un autre critère qui est retrouvé moins fréquemment, mais qui est assez évocateur de malignité, c'est la présence de microcalcifications. Donc là, l'exemple que je vous ai mis en bas, on voit des petites ponctuations, vous voyez, blanches, hyper-échogènes dans le nodule. Donc ça, c'est un critère majeur qui nous fait suspecter de la malignité, et d'autant plus quand c'est présent dans une zone qui est tissulaire, parce qu'il y a des diagnostics différentiels qui peuvent nous induire en erreur, comme les granulations colloïdes, etc., mais il y a une sémiologie qui est différente. Et donc là, je vous ai mis des petits astérisques au niveau des critères qui étaient considérés comme des critères majeurs, c'est-à-dire des critères de suspicion de malignité. Et donc selon ces critères, on va pouvoir scorer, selon le score qui est utilisé de façon universelle, donc le score EUTIRADS, qui est le score européen, qui a été mis à jour en 2017. Et donc comment on va classer? Donc c'est pas très compliqué au final quand on connaît bien ces critères. La première question, c'est est-ce qu'il y a des critères majeurs? Donc les critères majeurs, c'est ceux que je vous ai évoqués précédemment, des microcalcifications, des contours irréguliers, fortement hypoïcogènes. Donc il y en a 4. Donc dans ce cas-là, il y a un des critères, on le score TIRADS 5. Donc on a une suspicion de malignité avec un risque qui est estimé entre 26 et 87%, comme vous pouvez le voir en bas dans le tableau. Si le nodule est modérément hypoïcogène, donc comme vous pouvez le voir là pour le nodule du milieu, celui qui est vraiment à droite au milieu de l'image, dans ce cas-là, il est scoré TIRADS 4, donc il y a un risque de malignité qui est intermédiaire. On se situe entre 6 et 17%, donc on n'est plus dans les 5%, on va dire, des nodules de façon générale. Ensuite, quand le nodule est isoïcogène, donc ça c'est l'image que je vous ai mis en haut, dans ce cas-là, on le score TIRADS 3, et il a un risque de malignité qui est très faible, on est autour de 2-3%. Ensuite, on a le TIRADS 2 qui correspond à un nodule kystique pur, on a un risque qui est quasiment nul. Et enfin, TIRADS 1, ça veut dire thyroïde normale. Et donc, pourquoi faire cette classification TIRADS? C'est parce que derrière, elle entraîne une prise en charge. La question, c'est de se dire, est-ce qu'on va simplement surveiller ce nodule ou est-ce qu'on va décider de le ponctionner? Et donc, il y a des cut-offs qui ont été mis. Donc, les nodules TIRADS 2 kystiques, normalement, on ne les ponctionne pas. On ne fait pas de cytoponction diagnostique parce qu'ils sont toujours bénins. On les prélève uniquement si le patient nous dit j'ai des signes de compression, j'ai une dyspnée, une dysphagie, etc. Dans ce cas-là, on peut tenter de le vider, sachant que ça ne marche pas toujours. Très souvent, ils vont se reconstituer dans les jours suivants. Ensuite, les nodules TIRADS 3, donc on les ponctionne à partir de 20 mm, les TIRADS 4 à partir de 15 mm, et les TIRADS 5 qui sont fortement suspects à partir d'1 cm. L'idée, c'est de se dire, on ne veut pas rater un cancer, donc c'est pour ça qu'un TIRADS 3 qui a de grandes chances d'être bénin, on va attendre 20 mm avant de le prélever. Il y a quand même des petites subtilités. Il nous arrive parfois de ponctionner des nodules de très petite taille qui sont franchement suspects, notamment chez des patients qui ont des terrains particuliers, par exemple une néoplasie endocrinienne multiple, ou un patient qui est jeune, ou alors encore, comme on l'a dit tout à l'heure, une fixation intense au PET scanner. Dans ce cas-là, il nous arrive de ponctionner même des nodules de 5 mm, si ça peut changer la prise en charge du patient. Ensuite, ce que vous devez trouver aussi dans les comptes rendus, c'est l'analyse des aires ganglionnaires cervicales. Donc, pour cela, on les classe selon la classification de Robbins que je vous ai mise ici, qui est assez précise et qui permet d'avoir un langage commun, notamment avec les chirurgiens. Et donc savoir de quoi on parle pour après adapter éventuellement les curages et les gestes chirurgicaux. Ensuite, le critère le plus connu, c'est la taille du ganglion, sachant que ce n'est pas un bon critère en pathologie cervicale. On peut très bien trouver des métastases de 3 mm et avoir des ganglions de 1 cm, notamment en secteur 2, 1 cm, 1 cm et demi, qui sont réactionnels. Donc il y a plein d'autres critères que je vais vous montrer un petit peu ici. Donc là, en bas à gauche, vous voyez un ganglion typiquement normal, qui a une forme donc ovalaire, avec un île, donc c'est la partie qui est un peu plus grise, un peu plus blanche, donc un île graisseux, hyperéchogène, et une corticale que vous voyez plus hypoéchogène, plus noire, qui est fine et régulière. Donc ça, c'est l'aspect vraiment d'un ganglion normal. Il est homogène, donc ça, c'est rassurant. Par contre, maintenant, si je vous montre celui-là, donc c'est l'exemple d'une patiente qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Là, on voit que le ganglion finalement est de petite taille, il faisait quelque chose comme 4 ou 5 mm. Mais là, il a des contours, vous voyez, complètement irréguliers. Il a même des microlobulations, des côtés anguleux. Il est hétérogène, hypoéchogène, il n'y a plus vraiment de île.
il a des microcalcifications à l'intérieur. Vous voyez des petits points à l'intérieur. Donc lui, il prend un aspect qu'on appelle thyroïde-like, c'est-à-dire qu'il ressemble finalement au cancer de la thyroïde, finalement, qui s'est déplacé dans le ganglion cervical. On analyse également en Doppler. Donc là, je ne vous ai pas mis d'image, mais un ganglion normal, il a une vascularisation bien organisée. Ça part d'huile et puis ça fait une arborescence. Alors qu'un ganglion pathologique, on a des vaisseaux anarchiques qui vont traverser de part et d'autre le ganglion. Donc il y a tout ça analysé pour savoir si oui ou non des ganglions éventuellement sont pathologiques. Donc là, je vous ai mis un petit cas clinique récent du centre. Récemment, nous avons une patiente de 61 ans, donc une femme, qui venait pour caractérisation métabolique d'un nodule pulmonaire par PET scanner, donc au fluor 18. Son examen clinique, en tout cas cervical, était normal, rien n'était palpé. Et il y avait une fixation donc, sur le lobe droit avec un SUV max très élevé puisqu'il était à 21. Donc nous avons dosé la TSH qui était normale. Donc quel est le premier examen à faire chez cette patiente pour caractériser ce nodule? Une échographie cervicale. Donc on fait l'échographie cervicale et on tombe sur ça. Donc là, vous voyez un nodule donc, du tiers supérieur du lobe droit qui a une forme irrégulière parce qu'en fait, on peut voir sur l'image que vous avez sur votre gauche que son axe antéro-postérieur est supérieur à l'axe transversal. Donc là, il a une forme irrégulière. Ensuite, il a des contours irréguliers. Ça, vous voyez bien sur l'autre image. Vous voyez qu'il y a des contours anguleux. Ils ne sont absolument pas bien limités. Ensuite, vous voyez qu'il est hétérogène avec des portions qui sont hypoéchogènes, sachant, je ne vous l'ai pas dit, mais ce qui compte dans un nodule, c'est pas de se dire globalement il est isoéchogène, du coup c'est plutôt rassurant. Non, c'est de se dire quelle est la portion la plus péjorative, donc la plus hypoéchogène. Et là, en l'occurrence, ce nodule, dans sa partie supérieure, avait une portion qui était plus hypoéchogène. Donc en fait, tout ça pour dire que ce nodule, il a plusieurs critères pour le scorer au TI-RAD 5. Donc ça veut dire qu'il a au moins 3 critères majeurs. Il n'avait pas de microcalcification, donc il est TI-RAD 5, il fait 22 mm. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a dit au-dessus d'un centimètre, on les prélève et encore plus quand ils fixent. Donc là, on l'a prélevé. Donc voilà comment on fait les cytoponctions. Donc là, vous voyez, c'est simplement une aiguille orange sous guidage échographique. Et donc, on cible de façon directe le nodule en surveillant le type écho, donc la pointe de notre aiguille. Ensuite, il y a un étalement sur l'âme qui est fait. Et on envoie tout ça en anapathe. Et donc, le résultat était BTSDA5 avec une forte suspicion de carcinome papillaire. Et c'était sur l'analyse histologique un carcinome papillaire. Merci pour votre attention. Je me suis précipitée tout à l'heure. C'est pour les questions, on va laisser à la fin parce que ce sont des notions qu'on va répéter si vous pouvez éventuellement noter parce que ce sont des choses assez techniques. Mais voilà. Bonsoir à tous. Donc je suis Françoise Calonnec, je suis radiologue aussi au centre et avec ma collègue le docteur Vérès Cézanne, anatomopathologiste, nous souhaitions vous présenter donc le déroulement en quelques slides d'une journée diagnostique rapide de thyroïde. Alors, c'est quoi le principe de la journée diagnostique rapide? On le fait également pour le sein, on le fait pour la thyroïde. Pour la thyroïde, on le fait depuis environ 8 ans. Le principe pour la thyroïde, c'est d'organiser sur un même lieu et dans la même journée une prise en charge multidisciplinaire des nodules thyroïdiens qui doivent être ponctionnés. Le docteur Viard a parlé des critères de ponction, donc il faut que ce soit quand même des patients qui aient besoin de cette ponction. Autrement, on va utiliser des créneaux pour rien. C'est un travail pluridisciplinaire, c'est un travail d'équipe avec des assistantes médicales qui prennent les rendez-vous, qui sont là avec nous pour la journée. Il y a des aides-soignantes et il y a 4 spécialités médicales, donc le chirurgien, le radiologue, l'anatomopathologiste et le biologiste. Cette journée a lieu donc un jeudi sur 2, donc 2 fois par mois. Et lors de cette journée, nous avons 8 créneaux pour des journées thyroïdes. Alors, avant de venir pour cette journée, il faut effectivement prendre le rendez-vous. Alors, on a essayé de simplifier cette prise de rendez-vous. Le plus souvent, le patient téléphone. Il y a un numéro unique, un numéro dédié. Et nous avons 2 assistantes médicales qui sont formées pour cette prise de rendez-vous. Alors parfois, c'est le médecin référent ou l'endocrinologue, mais le plus souvent, c'est le patient qui appelle, ou ça peut se faire également par mail, mais c'est plus facile par téléphone.
Alors, les assistantes médicales vont demander certains documents, le courrier du médecin référent, la dernière échographie qui peut être scannée par mail et le dernier dosage de TSH, puisqu'on l'a dit, s'il y avait une hyperthyroïdie, il n'y a pas de ponction de ces nodules. Le plus souvent, on va réadresser les patients vers nos collègues de médecine nucléaire pour une scintigraphie dans ce cas-là. Si le patient a déjà un médecin ORL, l'assistante médicale va le réadresser vers ce médecin ORL après une échographie et une cytoponction classique hors journée thyroïde. Il peut y avoir donc un relais ou une interruption du traitement anticoagulant, on va y revenir. Et bien sûr, on demandera au patient de nous rapporter ses résultats de ponction de la thyroïde s'il y en a déjà eu. À partir de ces documents, donc, il va y avoir une validation de la prise en charge du patient en journée thyroïde par le chirurgien ou par les radiologues. Et si le compte rendu qu'on nous adresse n'est pas explicite, ce qui arrive, c'est-à-dire qu'on n'a pas de classification EUTAI-RADS ou qu'on n'a pas de taille de nodule, on ne pourra pas juger de la nécessité de faire une cytoponction. Et dans ce cas-là, on peut proposer une échographie préalable au centre pour ne pas bloquer inutilement des créneaux de journée thyroïde. Un petit mot pour le relais des anticoagulants. Alors, nos assistantes médicales se fient aux recommandations de nos collègues anesthésistes qui sont régulièrement remises à jour. C'est parfois variable et nous, on tient compte de ces recommandations. Ainsi, donc, pour les antiagrégants plaquettaires comme le Cardégique 75 ou 160, il n'y aura pas d'interruption de traitement, pas de relais. Pas non plus pour les antivitamines K, mais on demandera une INR entre 2 et 3, 48 à 72 heures avant le geste. Pour les anticoagulants oraux, Xarelto, Eliquis ou Lisanxia, on recommandera donc une dernière prise à J-3 avec la reprise du traitement à J1. Pour le Plavix, l'Efient et le Brilique, c'est un peu plus compliqué et nos anesthésistes préfèrent que les patientes revoient leur médecin référent qui connaît mieux leurs antécédents parce qu'en cas d'accident thromboembolique aigu, il est parfois plus opportun de reporter la cytoponction qui n'est pas urgente en fait, plutôt que d'interrompre le traitement parce que si le patient est sous ce traitement antiagrégant, généralement c'est une interruption de traitement à J-7, un relais par Cardégique 75, donc ce n'est pas non plus dénué de risque. Donc ça c'est le médecin traitant qui va juger. Donc une fois tout ça fait, on arrive au jeudi, au jour J, donc une fois que, que le patient ou la patiente a son rendez-vous, on lui adresse aussi un feuillet d'explication de cette journée. Donc, le patient sait qu'il faut qu'il prenne ses dispositions pour la journée, qu'il y aura un déjeuner sur place et qu'il n'a pas besoin d'être à jeun le matin. Il va arriver donc, dans le hall du bâtiment principal où les formalités administratives vont être effectuées. Et il va être dirigé vers l'unité de diagnostic rapide, constituée de 2 salles de consultation, la consultation du chirurgien, contiguë à la salle de radiologie, avec une banque centrale où sont présentes donc les 2 assistantes du chirurgien et du radiologue qui vont numériser les dossiers et qui vont réexpliquer aux patients le déroulement de la journée. Donc d'abord, le patient va être vu par le chirurgien pour un interrogatoire, antécédents personnels et familiaux, examen clinique au fauteuil et si besoin, dans environ 20 à 30% des cas, une nasofibroscopie en cas de symptomatologie, notamment en cas de dysphonie ou en cas de gêne à la déglutition ou plus rarement de gêne respiratoire. Donc, après cet examen, le patient est redirigé dans la salle d'à côté, vers donc, la salle de radiologie. Entre deux, donc, le chirurgien discute avec le radiologue pour nous tenir au courant des antécédents, de l'examen clinique et des prélèvements à effectuer. Dans la salle de radiologie, donc, le plus souvent, on renouvelle toujours l'échographie et le plus souvent, il y a une première échographie, ça c'est important que les patients le sachent. La première échographie est souvent faite par l'interne
ou par un médecin ou un manipulateur qui passe le diplôme d'échographie cervicale, pour lequel on est également validant, parce que c'est aussi une journée de formation. Mais il y a toujours ensuite une échographie qui est refaite par un radiologue senior qui caractérise les nodules et qui décide donc avec le chirurgien les nodules qui devront être ponctionnés. Donc, comme l'a dit le docteur Viard, la ponction se fait sans aspiration. C'est une ponction qui se fait par capillarité. Ça se fait sans anesthésie locale. Donc, parfois, les patients sont un peu inquiets. Pourquoi ? Parce que le calibre de l'aiguille est de l'ordre de 25 à 27 gauges, donc c'est très fin. Le patch d'Emla, on peut le faire, mais on ne sait pas exactement avant que le patient vienne où va être la ponction. Donc, bon, c'est pas toujours évident, mais on peut toujours le proposer. Mais donc, c'est une ponction qui se fait avec, par capillarité, avec les cellules qui remontent à partir du nodule dans l'embout de l'aiguille. Et on fait des mouvements radiaires, des mouvements de va-et-vient et de rotation au sein du nodule. Généralement, on fait 2 à 3 ponctions par nodule. Et parfois, on peut ponctionner plusieurs nodules et aussi des ganglions. Alors, vous voyez donc les aiguilles sur la diapositive de gauche. Les aiguilles sont de profondeur variable. L'aiguille, bien sûr, la plus longue, c'est pour les nodules qui sont profonds ou pour la parathyroïde. Une fois que donc, le matériel est remonté dans l'embout, on va le projeter à l'aide d'une seringue sur des lames. On va faire un étalement sur lame et ensuite, on va fixer les lames dans l'alcool. Parfois, donc ça c'est pour la cytologie, parfois donc après discussion avec le chirurgien, il y aura des prélèvements supplémentaires à faire. En fait, ce ne sera pas des ponctions supplémentaires, mais on fera un rinçage de notre aiguille dans ce petit tube sur la diapositive de droite, un rinçage de l'aiguille de ce tube qui contient un liquide à base d'albumine quand il y aura des indications particulières. Par exemple, si on suspecte sur l'histoire familiale un cancer médulaire de la thyroïde, on va pouvoir être amené dans ce nodule à doser, à partir de ce rinçage, la calcitonine. Si on a ponctionné un ganglion suspect, comme on en a vu tout à l'heure, on va faire un dosage in situ dans le ganglion de thyroglobuline, qui signera la métastase si la thyroglobuline est positive. On pourra être amené aussi, en cas d'hyperparathyroïdie, à ponctionner un nodule même intrathyroïdien, qui peut être un adénome parathyroïdien. Et dans ce cas-là, s'il y a une suspicion, on fera un dosage de parathormone in situ. Et enfin, quand il y a des antécédents importants, notamment familiaux ou personnels, on pourra faire la recherche de mutation BRAF, toujours par ce rinçage. Donc, ces différents prélèvements vont devoir être acheminés rapidement de l'autre côté de la rue, où nos collègues travaillent. Il y a les 2 autres équipes qui vont travailler de l'autre côté de la rue. Et donc, c'est l'aide-soignante qui va l'acheminer par le pneumatique. Et les prélèvements vont arriver en anatomopathologie. Donc, du coup, à l'autre extrémité de pneumatique, il y a le laboratoire d'Anapat où le prélèvement est pris en charge par un technicien qui est dédié à cette journée. Donc, le sachet transmis par le radiologue, on retrouve souvent un bon d'examen spécifique pour la journée thyroïde avec un volet à remplir par le prélèveur où sont notés les antécédents personnels du patient, notamment s'il y a une antériorité cancérologique. Tout ce qui est dosage biologique hormonal comme la calcitonine ou d'autres si besoin, la présence ou non des adénopathies et le type de prélèvement réalisé. Dans la grande majorité des cas, nous avons des étalements directs sur des lames fixées à l'alcool 96 degrés qui vont faire l'objet d'une coloration spécifique dans un automate avec un rendu des lames au pathologiste pour être analysé au microscope dans environ 50 minutes à 1 heure en fonction de l'activité de laboratoire. Parfois, effectivement, dans certains cas lésionnels, on peut avoir un tube Eppendorf avec le liquide de cytoponction pour réaliser des études de biologie moléculaire qui sont nécessaires et qui peuvent affiner la prise en charge de patients. Ces prélèvements sont transmis dans le service de biologie moléculaire afin de réaliser une recherche des mutations, notamment de la gène BRAF, qui sera rendue dans 2 à 3 jours après.
Alors, en anapath, il existe plusieurs techniques de cytologie thyroïdienne, mais j'ai envie de dire que peu importe le type de cytologie étudiée, la qualité de la cytologie est essentielle pour avoir un bon diagnostic. En ce qui concerne les journées thyroïdes, les étalements qui se prêtent le plus sont les étalements directs et la cytocentrifugation en cas où il y a un nodule thyroïdien qui est kystisé, qui est cytoponctionné. Les autres types de techniques, la ponction en milieu liquide et les cytoblocs, ça prend plus de temps pour être techniqué. Elles ne peuvent pas être utilisées dans ce genre de journée de diagnostic rapide. L'analyse cytologique se réalise après coloration spécifique au Papa-Nicolau ou au DIF-Quick. Le plus souvent, on utilise la coloration de Papa-Nicolau. Si besoin, on peut s'aider de techniques complémentaires comme l'immunocytochimie. Elle peut être utilisée sur les étalements directs ou sur les étalements réalisés par une cytocentrifugation. On ne peut pas avoir les résultats dans la journée, donc c'est le lendemain ou dans les jours suivants. C'est intéressant de faire l'immunocytochimie parce qu'on peut préciser mieux la nature de la lésion, s'il s'agit d'une lésion folliculaire ou une lésion thyroïdienne ou d'une lésion parathyroïdienne par exemple, où on peut mettre en évidence certains anticorps qui peuvent confirmer la nature maligne de la lésion. En ce qui concerne la biologie moléculaire, elle est intéressante dans certaines catégories lésionnelles thyroïdiennes, comme les lésions atypiques de signification indéterminée ou les néoplasmes folliculaires, parce que la mise en évidence d'une anomalie moléculaire spécifique, comme les mutations du gène BRAF, souligne la nature maligne de la lésion et du coup la prise en charge elle est complètement différente. Dans un compte rendu de cytologie thyroïdienne, normalement, vous devrez avoir les renseignements cliniques et échographiques fournis par le prélèveur, le type de matériel soumis à l'analyse et la technique utilisée. Le résultat en anapath pour les cytologies thyroïdiennes se fait selon la classification de Bethesda, en précisant bien l'année de la classification utilisée puisqu'il y en a plusieurs. Cette terminologie Bethesda permet aux anatomopathologistes de faire des recommandations ou des commentaires, si vous voulez, sur la prise en charge ou le risque de malignité qui peuvent être associés à la catégorie lésionnelle, chose que nous, on ne fait pas trop dans nos comptes rendus parce que je trouve que ça fait, ça oblige un peu le clinicien à vraiment tenir compte de toute de mon interprétation, alors que finalement, c'est une intégration de toutes les données cliniques, biologiques, échographiques et de l'anapath. Alors, la terminologie de Bethesda 2023, c'est la dernière terminologie qui a été renouvelée l'année dernière. Elle classe les cytologies thyroïdiennes en 6 catégories de non-diagnostic au malin. Ce n'est pas recommandé d'utiliser des valeurs numériques, donc on n'a pas le droit de dire cytologie thyroïdienne Bethesda 1, 2, 3 et 4, mais de poser un diagnostic clair et précis des aspects qu'on utilise. On peut utiliser Bethesda 1 ou Bethesda 2 dans le langage courant, mais dans un compte rendu dont le but d'uniformiser et d'avoir après, de pouvoir intégrer ces données dans des études de recherche, c'est bien de préciser le type lésionnel. Elle a été réactualisée parce que en 2022, la classification des pathologies thyroïdiennes a été modifiée et le but, c'était que ces cytologies qui permettent la prise en charge des patients soient en accord avec les nouvelles catégories décrites dans l'OMS 2022 et aussi d'intégrer ces cytologies dans la prise en charge globale des patients. Il y a quelques modifications par rapport aux terminologies antérieures, puisque maintenant, on a une homogénéisation des terminologies. En effet, dans les éditions précédentes, on avait parfois le choix entre 2 termes qui voulaient dire la même chose. On pouvait, par exemple, utiliser non diagnostic ou non contributif.
Maintenant, on doit utiliser que le terme de non-diagnostic. Pareil, on pouvait dire atypie de signification indéterminée ou lésion folliculaire de signification indéterminée, ce qui faisait que nos correspondants, ils étaient un peu perdus entre tous ces termes et ils ne savaient pas trop de quoi on parle. Pareil, on disait suspect de néoplasme folliculaire, donc ça pouvait prêter confusion avec suspect de malignité. Donc, on doit donner le type lésionnel, la catégorie lésionnelle exacte et essayer de mieux typer si possible. Par exemple, on doit dire cytologie en faveur d'une lésion bénigne de type nodule colloïde, de type thyroïdite lymphocytaire, suspect de malignité, plutôt en faveur d'un carcinome papillaire. Ce n'est pas suffisant de dire juste suspect de malignité. Un autre avantage de la terminologie de Bethesda, c'est qu'elle donne des critères diagnostiques très précis, très clairs, qui peuvent être utilisés un peu par tout le monde, qui fait un peu de cytologie thyroïdienne. Elle donne aussi des risques, des valeurs de risque de malignité qui ont été revues à la hausse en fait par rapport aux éditions antérieures. Avant, on avait, je pense, non-diagnostic alentour de 6% pour un risque de malignité. Maintenant, il est à 13%. Donc, tout est un peu augmenté parce qu'ils se sont rendus compte que c'était très aléatoire. On prélevait parfois non-diagnostic, on faisait d'emblée la chirurgie. Autrefois, on reponctionnait. Donc, c'était un peu... donc, ils ont revu tout ça à la hausse. Mais c'est une terminologie qui est utilisée en anapath et qui est très, très claire et très simple à utiliser. Donc, ça, c'est... Donc, sur l'heure du déjeuner, quand les patients déjeunent sur place et que les anatomopathologistes et les biologistes ont fini donc, de lire les examens, il y a un moment de confrontation pluridisciplinaire pour les conduites à tenir, pour les résultats et aussi pour les discordances. Donc, c'est aussi un moment très formateur pour nous. Et ensuite, donc, dans l'après-midi, début d'après-midi, c'est le chirurgien qui rend les résultats aux patients. En pratique, si il y a donc une cytologie bénigne de type Bethesda 2, le chirurgien organise en accord avec nous, enfin on discute ensemble, mais donc une surveillance qui se fera le plus souvent près du domicile du patient, avec une surveillance qui ne doit pas être trop rapprochée. Généralement, on dit 1, 2, 3, 5, 7, et après 7 ans, si le nodule ne grossit pas, il n'y a plus de surveillance particulière à faire. Alors, qu'appelle-t-on un nodule évolutif ou un nodule qui grossit ? En fait, c'est un nodule dont le volume augmente de plus de 20%. Et donc, dans ce cas-là, on peut être amené à reponctionner ce nodule, mais il faut savoir qu'une augmentation de volume ne veut pas dire du tout malignité. Et ça concerne uniquement la portion solide. Or, on sait qu'il y a des nodules mixtes, liquidiens et tissulaires, et ça concerne cette évolutivité, c'est uniquement sur la portion solide. Donc, dans ce cas-là, ce sera organisé pour une surveillance près du domicile du patient. En cas de cytologie non significative Bethesda 1 ou d'atypie de signification indéterminée Bethesda 3, il faudra reproposer une ponction conformément aux recommandations dans les 3 à 6 mois. Donc, il faudra reponctionner et on refixera ce jour-là un rendez-vous. Par contre, dans les autres cas, une symptomatologie compressive par un goitre ou par un nodule, ou alors une cytologie Bethesda 4, 5 ou 6, le chirurgien, s'il a tous les renseignements, fera donc une consultation d'annonce. Il expliquera les différentes prises en charge possibles aux patients ainsi que les complications. Il sera aidé par ses moulages pédagogiques. Il prescrira les consultations à venir, notamment la consultation d'anesthésie, et fixera une date de bloc opératoire. Un compte rendu commun radiologue-chirurgien sera effectué dans les 24 heures et sera transmis au médecin référent rapidement. Voilà, merci. Quelques mots sur la prise en charge chirurgicale.
nos habitudes au centre avec les autres collègues chirurgiens du service. Il existe une évolution des pratiques. Les recommandations sont de cibler les patients opérés pour éviter un surtraitement. Pour ça, on rappelle encore une fois le rôle essentiel de l'échographie, de l'anatomopathologie et aussi le rôle du chirurgien qui est important pour faire le geste, mais aussi pour poser les bonnes indications opératoires. Les indications opératoires pour les nodules bénins, il n'existe aucune recommandation pour opérer les nodules avec une cytologie bénigne, quelle que soit la taille. La chirurgie peut se discuter si le nodule mesure plus de 4 cm ou c'est évolutive ou surtout s'il y a des symptômes de compression. Je ne veux pas reprendre les indications chirurgicales en fonction de la cytologie. Juste pour dire, on commence à discuter d'une chirurgie qui est à visée diagnostique à partir du score Bethesda 3 de résultats de ponction, ou un Bethesda 4, c'est toujours une chirurgie qui est à visée diagnostique. Pour une cytologie suspecte ou maligne, on propose la chirurgie. Il y a un petit bémol, le type de chirurgie en fonction de du score Bethesda. Pour le score de 5, suspect de chirurgie, on fait encore un examen qu'on appelle extemporané. Pendant, il y a une analyse du nodule pendant l'anesthésie générale qui peut changer l'étendue de la chirurgie. Je veux revenir. D'autres indications opératoires, c'était déjà mentionné, les goitres symptomatiques. Les symptômes de compression le plus fréquents sont la dysphagie et la gêne en position allongée, beaucoup plus rarement la gêne respiratoire ou une vraie dysphonie. Au centre, devant un goitre thyroïdien compressif, on réalise toujours un scanner cervicothoracique d'évaluation préopératoire. Là, les deux photos sont un scanner et la pièce opératoire, bien sûr, de même patient. On voit un goitre sur les dépend surtout de l'isthme thyroïdien. Et sur l'image de scanner, on voit un rétrécissement du calibre de la trachée. Et cette image de compression trachéale, c'est concordant avec la présence des symptômes de compression. Les thyroïdites peuvent poser une indication de chirurgie pour base d'eau dans des situations d'un traitement prolongé par les antithyroïdiens de synthèse. Si le goitre est important, s'il y a des nodules thyroïdiens avec une cytologie suspecte, s'il y a une exophthalmie sévère ou la préférence du patient. Pour les thyroïdies d'Hashimoto, on peut opérer s'il existe un déséquilibre hormonal important sous traitement. Bien sûr, le nodule thyroïdien toxique, c'est une autre indication de chirurgie. La chirurgie thyroïdienne, c'est une chirurgie par voie cervicale. L'incision est faite dans un pli cutané, région basse du cou. Personnellement, la longueur, je l'ai fait en fonction de plus grand diamètre du lobe à retirer. Ça permet une bonne exposition. Bien sûr, on peut toujours prolonger.
Et on peut faire une lobotomie, ça veut dire l'ablation de la moitié de la thyroïde, une thyroïdectomie totale. On peut ajouter des curages ganglionnaires du secteur central ou latérocervical, ou en cas de cancer thyroïdien avec extension au voisinage des résections plus étendues. Concernant la chirurgie pour le cancer, quand on peut faire lobectomie et quand la thyroïdectomie totale, une lobotomie, d'habitude, on le fait pour les cancers de très bas risque ou risque intermédiaire. Ça veut dire microcarcinome, sans extension extrathyroïdienne évidente à l'échographie. Si le foyer, c'est un seul nodule, si c'est N0 à l'échographie et il n'existe pas des facteurs de risque personnels ou familiaux. Les cancers à haut risque, c'est bien sûr les cancers de plus de 4 cm avec une extension extrathyroïdienne, des métastases ganglionnaires ou à distance. Sur ce petit schéma, en fait, résume ce que je viens de dire. Les cancers qui font moins de 2 cm, on propose une lobotomie associée avec un curage ganglionnaire homolatéral. Si sur le résultat final de la pièce opératoire, on retrouve des sous-types histologiques qui sont péjoratifs ou des ganglions positifs qui sont présents dans le curage. On propose une totalisation thyroïdienne pour permettre le traitement par iode radioactif. Pour les nodules avec une cytologie positive de plus de 2 cm, on propose d'emblée une thyroïdectomie totale. Chez nous, on fait avec un curage récurrentiel prophylactique au moins pour l'instant. Bien sûr, si on retrouve des ganglions à l'échographie, ce sera avec un curage central à l'occasion de la première chirurgie. Concernant le traitement substitutif après, notamment après une lobotomie, il y a une cohorte nationale de 35 000 de patients. 44% des patients ils ont nécessité un traitement par L-thyroxine. Il faut aussi retenir après une lobotomie pour un nodule cancéreux, on doit garder un taux de la TSH basse pour éviter la stimulation thyroïdienne. La fourchette de données suite à cette étude, c'est assez large. On préfère au centre autour de 1, mais même si toléré moins de 1 en 1000 unités par litre. Concernant le traitement substitutif après une thyroïdectomie totale hors cancer, on adapte la dose en fonction du poids du patient. Chez nous, on fait 2 fois le poids ou 1,5 fois le poids, la dose de lévothyrox. Et le dosage de la TSH ne doit pas être fait très rapidement parce qu'il existe des déséquilibres thyroïdiens qui peuvent fausser ce dosage, ce résultat de la TSH. En ce qui concerne le curage ganglionnaire, on appelle un curage thérapeutique si il y a des ganglions présents à l'échographie préopératoire avec une cytologie positive pour un cancer, et curage prophylactique si c'est N0 à l'imagerie. Le curage récurrentiel prophylactique, c'est un sujet controversé.
plusieurs méta-analyses, ils ont montré une amélioration du contrôle loco-régional, mais qui reste basse. On attend le résultat de l'étude estimable 3, c'est une étude prospective qui est promouvée par l'équipe de l'IGR et qui veut démontrer la non-infériorité de la thyroïdectomie totale sans curage versus thyroïdectomie totale avec curage. Le premier relais de drainage d'une lésion maligne, la thyroïde, c'est au niveau du secteur central. Les limites en haut, c'est l'ostéoïde, en bas, la fourchette sous-sternale, et en latéral, les artères carotides communes. Vous avez sur la photo, ça se voit pas bien, c'est la trachée, l'artère carotide, on est du côté droit et le nerf récurrent. Sur l'autre photo, c'est aussi un exemple de curage. On voit le nerf récurrent qui est mis en évidence par, je pense, le stimulateur. On peut proposer en fonction de l'extension, en fonction de bilan échographique, on doit faire parfois des curages latéro-cervicales. Les premiers niveaux sont, de métastases, c'est au niveau 3 et 4. Les suites opératoires, l'hospitalisation pour une lobotomie thyroïdienne, elle est courte, 24 heures, voire en ambulatoire pour des patients sélectionnés sans comorbidité. Et l'hospitalisation est un petit peu plus longue pour les thyroïdectomies totales, surtout par rapport à l'hypocalcémie. On met maintenant rarement un drain en place, et surtout après les curages ou si on opère des goitres très volumineux avec une dissection importante, on peut mettre un drain en place. Les douleurs sont modérées. Persiste une odynophagie, mais moins de 3 jours. Des troubles de la voix post-intubation, notamment les premières 48 heures peuvent persister. Et aussi un œdème cervical qui reste modéré mais qui peut persister jusqu'à 2 mois, notamment autour de la cicatrice. Parfois, malgré les explications préopératoires, le patient il est très inquiet, et 48 heures, il y a le téléphone pour nous dire que c'est gonflé. Mais tant qu'il n'y en a pas de symptômes de compression, c'est juste l'œdème un post-opératoire qui est normal. Les complications principales, c'est la paralysie récurrentielle, l'hypoparathyroïdie. L'hématome post-opératoire immédiat est rare, mais c'est une complication qui engage le pronostic vital, mais c'est plus à risque les premières 4 à 6 heures après chirurgie. Le risque des complications est plus important si on opère pour une thyroïdite. L'inflammation tissulaire fait rendre la dissection beaucoup plus hémorragique et les adhérences sont plus importantes. Pour des nodules cancéreux qui peuvent être, par exemple, pour un papillaire très dur et parfois ça adhère même au niveau du nerf, ou si on fait des réinterventions, déjà il y a la fibrose qui s'installe, ou pour les patients qui ont déjà eu une radiothérapie au niveau cervical. Pour prévenir les complications, il faut faire attention bien sûr à la technique opératoire. Encore une fois, les indications chirurgicales sont importantes et les complications, il dépend aussi de l'extension du geste chirurgical.
Il y a des études qui ont prouvé qu'il existe un taux de complications moins important chez les services où on opère un petit peu plus de 25 thyroïdes par an. En pratique, juste deux mots, comment on peut prévenir les complications sous le nerf récurrent. Déjà, il faut le visualiser sur tout son trajet. C'est notre quotidien. On n'est plus à l'époque où on disait si on ne voit pas le nerf, on ne va pas le couper. Non, le risque de couper un nerf, c'est surtout quand on ne le voit pas. Le neuromonitorage, c'est une électromyographie des muscles des cordes vocales, un pair opératoire. En pratique, la sonde d'intubation a des électrodes qui sont mis autour et qui sont placés entre les cordes vocales. Et on fait un circuit fermé, on stimule le nerf impéropératoire et la réponse, c'est réponse sonore et une onde biphasique. Une paralysie récurrentielle unilatérale reste rare, de maximum 10% et la plupart des cas, c'est transitoire. Elle devient permanente moins de 2% des cas. Une récupération fonctionnelle spontanée arrive dans plus de 90% des cas. On envoie toujours pour une rééducation par un orthophoniste, mais il n'y a pas des études qui démontrent la nécessité de faire une rééducation rapide. La paralysie récurrentielle bilatérale elle est devenue extrêmement rare suite aux recommandations actuelles. Il est recommandé, si on a une perte de signal à la stimulation du nerf, de ne pas faire le geste contralatéral, car s'il y a un traumatisme bilatéral des nerfs, les cordes vocales sont immobiles et en fermeture après l'extubation et on est amené de faire une trachéotomie en urgence. Les troubles de la phonation post-chirurgie sont fréquentes, mais elles sont dues la plupart des cas à la fibrose cicatricielle. Il existe un retentissement professionnel et personnel dans un quart des cas, mais la régression des symptômes vocaux, elle est significative à 3 mois. Parfois, ça peut prendre un petit peu plus jusqu'à 6 mois. Les troubles de la déglutition sont rares et de moindre intensité. Un petit rappel anatomique, je ne sais pas si on voit bien. Le nerf récurrent, c'est le nerf laryngé inférieur. Il a son origine du nerf 10, le nerf vague, et il entre au niveau du larynx, juste derrière l'articulation crico-thyroïdienne. Bien sûr, son rôle, c'est de faire bouger les cordes vocales. Il y a un autre nerf, le nerf laryngé supérieur, beaucoup plus haut, même origine dans le nerf 10. Ce nerf, il est important aussi, sa fonction principale, c'est dans la sensibilité du larynx, mais il y a aussi une fonction motrice. Il contracte le muscle cricopharyngé qui donne la tension dans les cordes vocales. Si ce nerf est traumatisé, et ça arrive dans les gros goitres avec une mauvaise exposition. Et donc, je disais, dans le cas de traumatisme de nerf, le patient n'arrive plus à attendre les sons aigus, ou on peut avoir même des fausses routes malgré une bonne mobilité des cordes vocales en raison de la perte de sensibilité de la laryngée.
Pour les parathyroïdes, la plupart sont transitoires. L'hypoparathyroïdie est transitoire dans la plupart des cas et c'est assez fréquente. Elle devient définitive très rarement et c'est surtout quand on va réaliser un curage médiation récurrentielle bilatérale. Ça nécessite bien sûr un traitement par calcium, vitamine D. Des études ont montré une diminution des symptomatologies donnée par une hypoparathyroïdie transitoire. Mais ça ne va pas empêcher une hypocalcémie à long terme malgré la vitamine D avant la chirurgie. Comment on peut éviter la hypoparathyroïdie, de privilégier la lobotomie si c'est possible. Bien sûr, la qualité de la chirurgie, il faut repérer les parathyroïdes, les disséquer au contact de la capsule thyroïdienne pour préserver notamment leur vascularisation. Et aussi, on peut faire une autotransplantation d'une parathyroïde dévascularisée à long terme. C'est un impact positif sur l'hypoparathyroïdie définitive, mais ne change pas l'hypoparathyroïdie transitoire. 2 mots pour le cancer médulaire. C'est un cancer rare, 8 à 10% des cancers thyroïdiens. Diagnostic de cancer thyroïdien, on le pose devant une calcitonine élevée. Le plus souvent, c'est un cancer qui est sporadique, mais on peut avoir des formes familiales, mais aussi dans des cas les syndromes de néoplasie endocrinienne multiple. Pour tout cancer médulaire avéré, on fait toujours une thyroïdectomie totale, même si c'est un cancer qui est déjà métastatique à distance ou ganglionnaire. En fonction du taux de la calcitonine préopératoire, on va adapter notre geste. Ça veut dire plus une calcitonine de plus de 200 picogrammes par millilitre. On va faire un curage complet cervical, médiation récurrentielle bilatérale et latérocervicale bilatérale. Pour les valeurs beaucoup plus élevées, on doit faire un bilan d'imagerie complet pour chercher les métastases. Le cancer anaplasique, c'est encore plus rare et heureusement 1,7 des cancers avec une mortalité qui reste très élevée. Une survie médiane de 5 mois et la survie à 1 an, c'est de 20%. C'est un cancer qui apparaît d'habitude à l'âge avancé. Et son incidence est stable, voire en baisse, grâce aux dernières pratiques, l'apport alimentaire en iode, la chirurgie des goitres, le progrès de diagnostic anatomopathologique. Il faut retenir que c'est une urgence oncologique. Devant une tuméfaction cervicale rapidement évolutive, avec des signes de compression, dysphagie, dysphonie, dyspnée, il faut adresser le patient dans un centre de référence pour une prise en charge rapide. Ce cancer est rarement intrathyroïdien au moment du diagnostic et il est souvent métastatique. Le traitement, c'est multidisciplinaire. La chirurgie peut être proposée. C'est une chirurgie agressive. Elle est indiquée si c'est possible une résection R1. Ça veut dire une exérèse qui est macroscopiquement correcte, mais il ne faut pas faire des sacrifices du larynx ou l'œsophage. Ce n'est pas une indication.
Sinon, le traitement, c'est chimiothérapie, de cure de chimiothérapie, une réévaluation pour une indication chirurgicale est possible. Sinon, radiothérapie et on continue avec 3 cures de chimiothérapie. Les recommandations, ils ont un petit peu changé grâce au développement de tests moléculaires. Par exemple, il y a des mutations BRAF dans 40% des cas d'anaplasique qui peuvent constituer une chance pour le patient d'avoir un traitement ciblé. Et si BRAF c'est positif, dans les biopsies faites, on commence par la thérapie ciblée et par la suite en fonction de l'évolution. Voilà pour la chirurgie. Bonjour à tous, je suis le docteur Aidé Sanson et je vais vous présenter un peu la place du traitement par iode 131 chez les patients qui présentent donc un cancer différencié de la thyroïde. Alors, tout d'abord, un bref rappel sur le principe du traitement et sur l'iode, l'iode 131 à proprement parler. Quand on parle d'iode 131, on utilise de l'iode sous forme de iodure, c'est-à-dire l'iode que l'on trouve dans le sel de cuisine. Donc, quand on traite un patient avec de l'iode 131, il n'y a pas de problème d'allergie à l'administration de ce traitement. Ce traitement, il est simple, c'est l'administration sous forme de gélule d'iode 131. Donc, cette gélule est absorbée. L'iode arrive au niveau des cellules, donc des thyréocytes. Donc, c'est les cellules thyroïdiennes qui fabriquent les hormones thyroïdiennes. Il pénètre dans les cellules par un transporteur, le transporteur Nice. La particularité de ce transporteur, c'est qu'il est sous la régulation d'un récepteur TSH, c'est-à-dire plus la TSH est élevée, plus l'iode va pénétrer dans la cellule. Donc, ce traitement avec l'iode 131 permet de cibler de façon spécifique les thyréocytes. Donc, on va pouvoir traiter les cancers différenciés de la thyroïde. On ne traitera pas les cancers médulaires, on ne traitera pas les cancers anaplasiques. C'est uniquement pour cibler les cancers différenciés de la thyroïde. Alors, quand on prend en charge un patient pour lequel on envisage donner un traitement avec de l'iode 131, comme je vous l'ai dit, il faut que l'iode pénètre de façon massive dans les cellules thyroïdiennes et donc on va vouloir que la TSH de ce patient soit élevée pour garantir une efficacité thérapeutique optimale. Donc pour ce, il y a 2 méthodes. Soit on arrête les hormones thyroïdiennes sur 5 semaines, ça veut dire qu'on va obtenir une augmentation de la TSH de façon physiologique. Bon, ceci dit, être en hypothyroïdie 5 semaines, c'est pas très bien toléré par les patients. Il y a une technique beaucoup plus simple, c'est d'injecter directement de la TSH recombinante. C'est des injections qui sont faites par voie intramusculaire, 48 heures et 24 heures avant le traitement. Et donc, ces modalités de traitement sont beaucoup plus simples et confortables pour le patient. Alors, petit cours de biophysique, l'iode 131. Alors, c'est juste pour vous expliquer un petit peu les modalités de traitement et en quoi est-ce que l'iode 131 est intéressant et pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser pour ce traitement. C'est qu'il a 2 types d'émissions. Un premier type d'émission qui s'appelle une émission bêta-. Bon, la particularité de cette émission, c'est qu'elle a un très court parcours dans la matière et qu'elle dépose beaucoup d'énergie, ce qui nous permettra d'avoir une efficacité thérapeutique, donc de la destruction des cellules. Parallèlement à ça, il y a aussi une autre émission qui s'appelle l'émission gamma. L'émission gamma, elle a un long parcours dans la matière, elle va sortir du patient et elle va pouvoir être détectée à distance. Alors, le problème de ces rayons qui vont très loin va
imposer des mesures de radioprotection parce qu'à proximité, il y a du rayonnement, donc il faut s'en protéger. Et aussi, mais ça, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire une imagerie de la répartition de l'iode 131 au niveau de l'organisme pour savoir où s'est fixé cette iode 131. Donc, la législation française impose une hospitalisation des patients quand on administre une activité supérieure à 20 millicuries. Donc, on hospitalise les patients dans des chambres qui sont dites radioprotégées. Donc, ce sont des chambres pour lesquelles les murs sont un peu plus épais pour protéger le personnel qui travaille et les patients qui sont à côté. Donc, mais ce sont des chambres d'hospitalisation tout à fait classiques avec fenêtres. Voilà, c'est des chambres. On demande aux patients de rester dans la chambre et on demande à ce qu'il n'y ait pas de visite pour justement éviter l'exposition de l'entourage. La spécificité aussi de ces chambres, c'est qu'il y a des sanitaires spécifiques qui séparent les selles et les urines, parce que l'iode qui ne s'est pas fixé au niveau du tissu thyroïdien va être éliminé de l'organisme et quasiment en intégralité au niveau des urines. Donc les urines sont radioactives et c'est ce qui justifie l'hospitalisation, c'est de recueillir les urines radioactives avant que le patient ressorte de la chambre. Donc les sanitaires sont spécifiques, retiennent les urines et les urines sont mises dans l'environnement que quand la radioactivité a disparu. Non. Voilà un petit peu les modalités de traitement. Donc, quand on hospitalise les patients pour leur donner la gélule, finalement, c'est uniquement un but d'hébergement pour éviter que l'iode 131 aille dans l'environnement. Il n'y a aucun effet à ce traitement. Parfois, un petit peu de douleur du cou comme une angine, parfois un petit peu barbouillé, mais c'est les seuls symptômes que peuvent présenter le patient. C'est complètement transparent pour eux. À leur sortie, on va mesurer ce qui reste comme radioactivité et on leur redonnera des recommandations par rapport à leur entourage professionnel, familial et associatif pour qu'ils évitent le contact avec femmes enceintes et jeunes enfants en fonction du débit de dose qui est mesuré le jour de la sortie. Donc voilà. Donc, maintenant, pour parler des cancers thyroïdiens, quel est l'intérêt Bon, bref, quel est l'intérêt de ces... C'est pas la dernière version, c'est pas grave. Quel est l'intérêt de donner ce traitement? C'est d'éliminer... alors, le patient, il a été opéré de sa thyroïde, donc on a enlevé le tissu thyroïdien. Le but de donner de l'iode, c'est dans un premier temps de détruire tout ce qui reste de tissu thyroïdien pour éviter les reliquats thyroïdiens. Donc, ça permet de se fixer sur ce tissu, de le détruire et faciliter la surveillance parce qu'on aura une thyroglobuline qui deviendra indétectable et ça nous permettra d'avoir un paramètre de suivi tout à fait adapté. On pourra aussi éventuellement détruire du tissu thyroïdien pathologique qui n'a pas été vu au moment de la chirurgie, une micrométastase ganglionnaire qui n'a pas fait l'office d'un curage ganglionnaire, ce ganglion pourra être détruit. Donc, c'est l'objectif de ce traitement. Le troisième objectif de ce traitement, c'est aussi de traiter des patients qui ont une maladie résiduelle, c'est-à-dire des patients qui sont métastatiques, qui ont eu un traitement, mais pour venir à bout de ces lésions métastatiques, on est parfois obligé de donner plusieurs traitements par iode 131, espacés au moins de 6 mois pour pouvoir essayer d'éradiquer ce tissu pathologique. Donc, l'indication alors, quand on a ce profil, les patients qui ont un cancer thyroïdien, sous quelle modalité et sous quelle modalité on va le traiter, tout ça dépend en fait du risque de récidive. Et on a beaucoup de littérature sur le risque de récidive avec des risques faibles, des risques intermédiaires et des risques élevés. Tous ces risques ont été mis en lumière par une publication américaine de l'ATA en 2016, mais tout ça, ça a évolué en fonction du temps, comme on l'a vu avec la notion de présence de BRAF ou des choses comme ça qui ont permis d'évoluer. Et donc, actuellement, on a des critères qui nous permettent de dire bas risque de récidive,
risque intermédiaire et haut risque. Donc pour les bas risques, on considère que le bas risque de récidive, c'est quand on a un risque de récidive inférieur à 5%. Un risque intermédiaire, c'est quand on a un risque de récidive entre 6 et 20%. Et le haut risque de récidive, c'est quand on a des caractéristiques anatomiques, des atteintes ganglionnaires plus agressives et on a un risque de récidive supérieur à 20%. Donc, en fonction avec ces risques de récidive, on va donc décider de traiter ou pas ces patients. Donc, quand on a un faible risque de récidive, on ne va pas retenir l'indication d'un traitement en période 131. Quand on a un risque intermédiaire, on va proposer aux patients une activité de 30 millicuries sous tyrogène, donc une hospitalisation pendant 24 heures. Et après, quand on a un haut risque de récidive, là, on donnera une activité d'iode 131 plus élevée, 100 millicuries sous tyrogène pour pouvoir traiter ces patients. Autre cas de figure, je vous parlais tout à l'heure des patients qui étaient métastatiques et chez qui on donne des traitements par iode 131 de façon un petit peu cumulée, eh bien, ce sont des patients à qui on donne 100 millicuries. Et là, on va préférer le sevrage, c'est-à-dire interrompre les hormones thyroïdiennes pour peut-être garantir une meilleure stimulation et peut-être garantir une meilleure captation de l'iode 131 dans les cellules thyroïdiennes. Actuellement, sur ces recommandations, on voit que le traitement par iode 131, ça fait longtemps qu'il existe. Il existe depuis les années 40. Donc, c'est vraiment un traitement ancien. Au début, on donnait 100 millicuries d'iode 131 sous sevrage à tout le monde. Et on a vu évoluer les pratiques avec se dire c'est peut-être pas la peine de donner 100 millicuries à un patient qui a un faible risque. Donc, on adapte tout ça. Et on a vu au cours du temps, comme on voit aussi pour la chirurgie, de ne pas surtraiter les patients. Et on voit une désescalade thérapeutique chez ces patients. La désescalade thérapeutique qui est observée sur le plan mondial dans les recommandations, elle est peut-être plus marquée aux États-Unis parce que leurs recommandations sont parfois la surveillance pour des risques intermédiaires. En Europe, on est un petit peu plus réticent à cette désescalade et on a besoin de preuves scientifiques beaucoup plus robustes parce qu'effectivement, on sait que la pathologie thyroïdienne, si elle a un excellent pronostic, on sait que les récidives peuvent avoir lieu plusieurs dizaines d'années plus tard. Et pour éviter justement de faire une désescalade trop rapide, eh bien, pour ne pas se retrouver des dizaines d'années plus tard avec des patients qui récidivent. Donc, les Européens sont un peu plus frileux et attendent des études un peu plus, pas solides, je ne dis pas que les autres ne travaillent pas, mais plus robustes pour mettre ça dans les recommandations. Donc là, actuellement, dans les études, il y a une étude qui s'appelle Intermediate, c'est une étude de phase 3 auquel le centre participe et inclut des patients. Donc, il propose à ces patients qui présentent des risques intermédiaires de proposer soit un traitement par iode 131, soit une surveillance si le bilan d'imagerie est négatif. Donc ça, c'est une possibilité et ça souligne un peu les possibilités de traiter des patients vraiment de façon individuelle et de personnifier le traitement. Et ça, c'est une étude intéressante en cours pour laquelle on attend les résultats. Alors, donc, je parlais tout à l'heure des patients qui étaient métastatiques, réfractaires, que l'on traitait plusieurs fois. Et parfois, effectivement, malheureusement, l'iode 131 ne suffit pas pour traiter ces métastases à distance. Et c'est ce qu'on appelle donc des lésions thyroïdiennes réfractaires, donc réfractaires à l'iode. C'est quoi réfractaire à l'iode? C'est quand on a une pathologie qui persiste malgré une activité cumulée de 600 millicuries, c'est-à-dire 6 traitements par iode. Des patients qui présentent des lésions pathologiques qui ne fixent pas l'iode, donc ça, ils sont réfractaires à l'iode, ou alors si on observe une progression malgré les critères RECIST. Et là, on va pouvoir caractériser les patients de réfractaires. Et quand le patient évolue, effectivement, malheureusement, soit c'est une évolutivité locale, soit c'est une évolutivité à distance, osseuse, pulmonaire, hépatique ou cérébrale.
Voilà, donc pour ces patients qui sont réfractaires, on fera le bilan et tous ces patients qui sont réfractaires, eh bien, on ne va pas forcément les traiter avec une autre modalité. On va déjà faire le point chez ces patients, les screener entre des patients qui peuvent être symptomatiques ou asymptomatiques. Chez les patients qui sont complètement asymptomatiques, on va déjà faire le bilan et se dire est-ce qu'ils progressent. Et on peut constater qu'il y a des patients métastatiques, réfractaires, qui restent stables plusieurs années. Et ces patients-là, on ne va pas leur proposer de traitement, on va leur proposer une surveillance active, c'est-à-dire qu'on va continuer à les surveiller et on leur donnera un traitement que s'ils progressent selon les critères RECIST. Pourquoi ? Parce que les traitements qui sont proposés, c'est des antithyroïdiens de synthèse, c'est des TKI, et ils apportent aussi des effets secondaires cutanés, des effets secondaires de l'hypertension artérielle et tout ça. Ce pas des traitements qui sont anodins, ils apportent beaucoup d'effets secondaires. Donc, pour ne pas dégrader la qualité de vie de patients qui sont stables et asymptomatiques, eh bien, on va attendre pour leur donner les traitements. Et donc, effectivement, c'est des patients qui sont bilantés tous les 6 mois et parfois pendant plus de 5 ans, ils n'ont pas de traitement et ils se portent très bien. Quand les patients sont évolutifs, s'ils sont évolutifs juste sur une petite lésion, eh bien, plutôt que de proposer un traitement systémique, on va plutôt essayer de traiter la lésion cible qui est en train d'évoluer, soit faire de la radiothérapie, soit par exemple un nodule pulmonaire, on peut faire la thermoablation, on peut proposer une cimentoplastie ou une lésion ciblée s'il y a une lésion unique. Maintenant, si l'évolutivité est plus globale, on va à ce moment-là proposer un traitement systémique, et les traitements qui sont plutôt proposés, c'est les traitements par lenvatinib ou sorafenib. C'est des traitements qui peuvent être proposés. Voilà, donc pour faire la synthèse, donc, le iode 131, c'est un vieux traitement des années 40. C'est un traitement qui est très simple, mais qui doit être délivré dans des milieux adaptés, c'est-à-dire des milieux radioprotégés avec toute la surveillance et les contraintes réglementaires qui encadrent ce traitement. On voit que ce traitement qui est ancien a évolué avec le temps, avec l'adaptation des activités, des modalités de traitement. Et on observe effectivement une désescalade thérapeutique qui doit être effectivement bien validée par des études, bien construites pour pouvoir, en toute sécurité, alléger ces traitements à ces patients. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, peut-être que juste une précision, on n'a pas trop parlé de, juste redire la surveillance des cancers thyroïdiens. Le marqueur pour les cancers différenciés, c'est la thyroglobuline. Ce marqueur est utilisable si on fait une thyroïdectomie totale, une lobohysmectomie, on n'a pas un cut-off de la thyroglobuline, alors il n'y a pas de valeur conformément aux recommandations actuelles, et aussi par échographie. En cas de modification à ces 2 examens, on va pousser le bilan d'imagerie surtout plus loin. Et peut-être que j'ai aussi pour Liana ou Anka, Anapat, c'est juste pour éventuellement, parce qu'on retrouve de plus en plus dans les comptes rendus cette notion de NIFTP. Si vous pouvez nous redire un petit peu la définition. Bon, question-réponse et puis examen extemporané sur place. NIFTP, c'est je suis Dr Berguin Centre Henri Becquerel. Je suis pathologiste.
Je ne m'attendais pas d'être interrogée. Hein. Bon, NIFT-P, c'est quoi? C'est une terminologie qui est apparue dans l'OMS en 2017, il me semble. Et ça a été écrit noir sur blanc. C'était un premier article. Et puis noir sur blanc, c'était mis en OMS qui n'est pas encore imprimé. Le Blue Book, nos Bibles ANAPAT. C'est une pathologie qui est assez discutée parce que ça nous pose beaucoup de problèmes. Donc, sont des lésions à risque de malignité. Donc, quelles sont des cellules des souches folliculaires. Donc, tout simplement, ce ne sont pas des médullaires, ce ne sont pas des anaplasiques, ce sont simplement des cellules des souches folliculaires qu'on les retrouve dans un nodule. Échographiquement, moi je ne m'y connais pas, hein, mais voilà, je m'avance. C'est des nodules qui sont bien délimités et qui n'arrivent pas à être diagnostiqués en plein échographie. En ce qui concerne nous, de notre côté, donc les NIFT-P sont à la fois une possibilité de diagnostic en cytologie. On a certains critères qu'on les a et puis c'est difficile à affirmer. Donc, on le met plutôt en Bethesda 4, donc néoplasme d'origine folliculaire. Et puis, c'est les pièces opératoires qui, en général, posent le diagnostic, sachant qu'en extemporané, c'est très compliqué à faire un diagnostic de NIFT-P, parce qu'en fait, on a besoin d'échantillonner le nodule en totalité, parce que le diagnostic de NIFT-P se base sur un nodule qui est bien délimité par une capsule ou pas. Voilà. Et qui ne donne pas des signes d'infiltration dans le tissu adipeux, dans le sens que la capsule n'est pas franchie. Pour pouvoir dire ça, il faut mettre en totalité cette capsule. Donc, c'est franchissement de la capsule, présence des emboles vasculaires, donc ça veut dire un risque de dissémination de la maladie plus loin. Et puis, on a des critères histologiques, architecturaux, nécrose, mitose, etc., qui, si on les a pas, et le nodule reste encapsulé, ça reste NIFT-P, sinon ça dépasse la capsule et du coup c'est tumoral. Voilà. Je me suis... Merci Anka. Bonsoir. Alors, j'ai une petite question de radiologue pour les chirurgiens. Pourquoi c'est important d'écrire l'existence d'une artère lussoria sur un scanner de bilan avant chirurgie thyroïdienne? Pourquoi, excuse-moi, Diana, c'était pourquoi? Pourquoi c'est important pour un chirurgien de savoir s'il existe un variant anatomique de tronc brachiocéphalique ou l'existence d'une artère lussoria? Oui. Je fais la courageuse. Non, c'est effectivement pour savoir s'il y a un nerf récurrent, non récurrent. Notamment, on a montré tout à l'heure l'anatomie, comme quoi le nerf récurrent naît du nerf 10, du nerf vague. Effectivement, nous, anatomiquement, on va chercher le nerf derrière le lobe thyroïdien. Et dans de rares cas, il a une malposition, il n'est pas en position habituelle du côté droit, notamment quand il y a ce type de malformation. Et à ce moment-là, il naît de la partie supérieure de notre champ opératoire finalement. Donc on peut se retrouver un petit peu perdu au moment du bloc et au moment du repérage. Et c'est compliqué à cartographier quand il y a une anomalie comme ça? Bah oui, on est embêté au moment du bloc. Oui, on est très embêté. Si on ne le sait pas avant, effectivement, c'est un problème. On peut chercher très longtemps. Et puis effectivement, quand c'est à droite et qu'on est en difficulté, on finit par y penser. Oui. Mais, voilà. Oui, après, c'est un risque de le couper. Hein. Le risque, il est vraiment élevé. C'est vrai que c'est très important d'avoir un bon compte-rendu d'échographie. Est-ce que vous pratiquez en thérapie la laser thérapie? Quel est l'intérêt et est-ce que vous le faites? Laser thérapie en thyroïde, non. Après, pour le nodule thyroïdien... J'ai vu un article là-dessus, j'avoue que je ne sais plus exactement quel auteur, mais qui parlait effectivement de faire un traitement des nodules par laser. À ma connaissance, laser, non, mais par contre, radiofréquence,
sous échographie, mais pour le laser... Mais vous, à Becquerel, vous ne le faites pas? Non. J'ai une autre question de radiologue pour la médecine nucléaire. Parfois, ça nous arrive à injecter des scanners avant le traitement par iode 131. Donc, je voulais savoir quel est l'impact sur les délais de traitement. Alors, sur les délais de traitement, il faut compter au moins 4 semaines avant de donner un traitement par iode 131, dans la mesure où on va saturer le parenchyme thyroïdien avec l'iode utilisé pour l'imagerie. Et donc, pour s'assurer d'une bonne efficacité du traitement, eh bien, on va attendre 4 à 6 semaines avant de donner un traitement par iode, que ce soit pour la pathologie néoplasique ou éventuellement de l'iode 131 pour des hyperthyroïdies. Moi aussi, j'ai une question pour les radiologues. On a parlé de la cytoponction. Est-ce qu'il y a une place pour la biopsie éco-guidée en thyroïde? Alors oui, jamais en première intention. Tout simplement parce qu'en fait, la thyroïde saigne quand même pas mal. Donc, c'est toujours en deuxième intention. C'est sur des nodules de plus de 3 cm. Alors, on le fait dans quel cas? On le fait rarement. Un Bethesda 1 à 2 reprises ou un Bethesda 3 à 2 reprises de plus de 3 cm, ça peut justifier une biopsie qui se fait à ce moment-là sous anesthésie locale. Et puis, il y a aussi des formes particulières de cancer comme le lymphome ou le cancer anaplasique, pour lesquels on fera facilement une biopsie. Voilà, ce sont nos seules, d'accord, nos seules indications. Merci. Pas d'autres questions? Bon, dans ce cas, on vous remercie d'avoir participé et on vous remercie pour votre attention, pour que vous soyez là. Merci et merci les orateurs. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous pour être présents à ce rendez-vous Becquerel aussi fidèle que d'habitude. Prochain rendez-vous Becquerel le mardi 18 juin de 19h à 20h30, même modalité, en présentiel ou en distanciel, c'est vous qui choisissez. On parlera prévention tertiaire en cancérologie ou comment réduire les effets de la maladie et des traitements. On vous espère très nombreux. À bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, donc, et je vous invite à vous rendre dans l'espace de convivialité de l'autre côté, dans l'autre salle. Merci à tous.